Merci beaucoup. Mais d'abord, je voudrais vous dire bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être si nombreux. Je voudrais vous dire que bien que c'est moi que vous entendiez, en fait, vous entendez au moins trois personnes et en fait beaucoup plus. Colline Boulard et Dominique Terrasson, qui sont, je crois, avec nous, sont les deux personnes de la Direction générale de la cohésion sociale avec qui nous avons formé une équipe extrêmement unie pendant cette aventure et dont je vais vous parler. Donc, je voudrais vous dire que elles sont là et donc je parle pour elles, non, mais en tout cas, c'est moi qui m'exprime ce soir, mais évidemment, nous sommes une équipe et donc pour certaines questions, peut-être que ce seront elles, au fond, qui sauront mieux répondre. Et puis vous dire aussi que je parle d'autant plus volontiers partiellement de toute cette matière que je sais que Marie-Françoise Fuchs, que Gabriel Chouin et que Noémie Nolot ensuite donneront peut-être des mises en perspective, des approfondissements et c'est vraiment très précieux. Je les en remercie d'avance. Je voudrais aussi vous dire, et ensuite ça y est, on y va, que je conçois cet échange, si vous le voulez bien, comme un premier temps. Nous sommes engagés dans un combat qui est long, qui est lent. Alors, Emmanuel Hirsch l'a dit, il est urgent et les situations dont nous allons échanger sont insupportables, quelle que soit leur forme, mais nous savons que nous nous attachons à modifier, à changer la donne et que cela prend du temps. Autrement dit, ce que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être que certains propos aujourd'hui vont vous étonner, vont vous inviter à une réflexion ultérieure. Peut-être que vous souhaiterez plus tard organiser dans vos réseaux avec différents correspondants un échange ultérieur et je le considérerais comme le meilleur cadeau que vous pouvez me faire. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à prendre des notes sur ce que je dis, c'est toujours normal, je parle trop vite quand je suis nerveuse, donc ça maintenant c'est dit. C'est pour ça que j'ai le diaporama, alors ça c'est pas mal, mais en tout cas voilà, je voudrais que tous vous sachiez, et c'est un combat que je n'arrêterai pas en clôturant cette conférence et il ne peut s'engager durablement et efficacement qu'avec vous. Donc, merci à l'espace éthique de me permettre d'être avec vous ce soir. Alors, je vais essayer de partager mon diaporama. Pourquoi ce vocabulaire? Comment ce vocabulaire? Et alors, ça donne quoi ce vocabulaire? Quoi de neuf dans ce vocabulaire? Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ce vocabulaire? Voilà un petit peu de ce dont j'aimerais vous parler ce soir, trop rapidement, mais peut-être pour planter des petites graines et après on verra pour la suite. Pourquoi il faut un vocabulaire partagé pour parler de la maltraitance? Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur le sujet et à chaque fois que j'arrive en voulant échanger sur le sujet de la maltraitance, la lutte contre la maltraitance, donc essayer de mettre en place des actions, eh bien, on rediscute. Ah oui, mais attendez, ça dépend. Qu'est-ce que vous appelez maltraitance? Alors, c'est très intéressant de redébattre à l'infini. Et à un moment, ça pose un certain nombre de problèmes. On sait qu'il y a une grande variété des situations de maltraitance, on y reviendra. On a des gravités extrêmement variables. D'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord quand il s'agit de les évaluer. On a une complexité du point de vue des responsabilités engagées. En tout cas, ce phénomène multidimensionnel, il est tellement nommé de façon diverse que nous avons du mal à lutter contre lui. Nous avons du mal à l'objectiver. Quand les journalistes nous disent « mais enfin, combien y a-t-il d'actes de maltraitance en France ?» Nous n'avons absolument aucun chiffre pour leur répondre. Et une des raisons pour lesquelles on n'a pas de chiffres, c'est qu'on compte des choux et des carottes. Autrement dit, on ne compte pas les mêmes situations suivant qu'on est un gendarme, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, un médecin gériatre, une agence régionale de santé dans le Nord, un département en Bretagne, et je pourrais continuer pendant longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de connaissances approfondies, on n'agrège pas de données, on ne développe pas de connaissances, et quand on veut agir, on agit, disons, il y a un risque fort qu'on agisse avec une grande déperdition d'énergie, de façon non concertée, non coordonnée, parce que les uns l'appellent violence, les autres négligence, les troisièmes l'appellent maltraitance, et alors du coup, on ne sait plus très bien ce qu'on cherche à attraper. Il nous a semblé, la commission, qu'il fallait un vocabulaire partagé par tous les acteurs et opérationnel. Donc, on voulait, la tentative, c'était de parler français. Alors, on va voir si on a réussi à la fin de cette webconférence. On voulait une définition accessible, et puis alors, on vous le dit tout de suite, un pari qui n'était pas du tout un pari gagné dès le départ, et qui était un pari qui n'était pas du tout consensuel. Pari, c'était
Et si on essayait de trouver une définition de la maltraitance qui soit commune à tous les publics en situation de vulnérabilité? Dans les textes internationaux, si vous vous référez à l'ONU, si vous vous référez à l'OMS, si vous vous référez au Conseil de l'Europe, si vous vous référez à la réglementation française même, vous allez trouver des différences dans la manière de traiter et de parler de la maltraitance des mineurs, de celle des personnes en situation de handicap et de celles qui sont avancées en âge. Vous allez, par conséquent, avoir une approche par public. Nous, on s'est dit, pourquoi avoir une approche par public? Est-ce que c'est indispensable? On a évidemment consulté un certain nombre de gens qui nous ont dit, écoutez, vous pouvez essayer, et puis si vous n'y arrivez pas, ben vous n'y arrivez pas, mais vous aurez essayé. L'une des logiques très fortes à l'œuvre, c'était que les départements en particulier, nos interlocuteurs de département et nos interlocuteurs magistrats, disaient au fond, il n'est pas du tout certain que ça soit optimum d'avoir un petit bout de définition par public. Donc, nous voilà lancés dans la production d'un vocabulaire et en même temps, il faut conserver quelques spécificités par public, sinon on va faire une grande soupe complètement superficielle qui servira à personne. Et puis, on était petits, on avait plein d'ambitions et on se disait, à la fin, quand on sera grand, ce vocabulaire sera dans tous les systèmes d'information de tous les acteurs, parce qu'on avait fait, Dominique Terrasso et moi-même, de nombreux voyages au Québec qui nous avaient donné à rêver cela. Alors, je vous dis tout de suite, on a le vocabulaire, on n'a pas les SI. Alors, un vocabulaire partagé aussi, bah peut-être pour commencer à essayer de cristalliser par des mots le fait que ça n'est pas normal, le fait que oui, c'est de la maltraitance, que non, ça n'est pas acceptable. Et pour parler le même langage, et puis bah, vous le voyez ce soir, pour réactiver des discussions. Bah oui, on s'est dit quand on amènera ce vocabulaire, bah, du coup, ça sera une occasion de faire le point, ça sera une occasion de relever un défi d'une autre façon, le mettre en visibilité et mieux faire comprendre au corps social ce que nous percevons de nos places à différents endroits de côtoiement plus ou moins proches, bénévoles, professionnels, proches, amis, conjoints, de la vulnérabilité et des risques de maltraitance. Alors, comment on a fait? On était une petite commission pas connue et on se disait, bon, bah, il faudrait un grand acteur de référence très respectable. Alors, on l'a trouvé, c'était formidable, on a trouvé la Haute Autorité de Santé. Alors là, bien sous tout rapport, la Haute Autorité de Santé. Et du coup, on leur a emprunté la démarche que certains d'entre vous connaissent peut-être, la démarche de consensus formalisé. Le consensus formalisé, c'est une méthode qui a été mise au point par la Haute Autorité de Santé en respectant des standards internationaux pour arriver à trancher sur une question complexe et ambiguë. Cela dit, nous n'avons pas repris complètement la méthode de la Haute Autorité de Santé. Alors ça consiste en quoi? Il y a un groupe de pilotage. Alors déjà, normalement, le groupe de pilotage HAS, c'est plutôt 12 personnes. Nous, on était 22 parce qu'il nous fallait des représentants des 3 champs qui étaient couverts, donc les mineurs, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, qui était notre champ de la commission. Et puis, il nous fallait des juristes, des personnes qualifiées, il nous fallait évidemment des agences régionales de santé, il nous fallait des départements, il nous fallait des militants, des chercheurs, il nous fallait des personnes comme Fabrice, qui a été avec nous. Voilà, on était donc 22 et qu'est-ce que c'était que ce groupe de pilotage? Je crois pouvoir le résumer en vous disant, c'est celui qui produit la version martyr et c'est celui qui prend les arbitrages stratégiques un petit peu délicats au fur et à mesure de la démarche. La veille d'une grande réunion de débat, nous avons eu une déclaration assez fracassante d'une des parties prenantes et nous avons eu à prendre un arbitrage qui était de savoir ce qu'on faisait de cette déclaration fracassante. Et le groupe de pilotage a été évidemment tout à fait important pour dire qu'il fallait bien sûr que cette déclaration tout à fait controversée soit diffusée à tous les participants du débat. Donc voilà ce que fait un groupe de pilotage. Deuxième instance, c'est un groupe de cotation. Un groupe de cotation, en gros, qui reçoit le texte martyr et qui dit s'il est d'accord ou pas. Alors, je vais vous donner un exemple. Un groupe de cotation reçoit un texte du groupe de pilotage et dans ce texte, il y a une phrase avec le mot « la maltraitance est une atteinte grave ». Et puis, il y a une autre alternative, c'est « la maltraitance est une atteinte ». Alors, il faut garder grave ou il ne faut pas garder grave? Et là, le groupe de cotation se prononce une première fois, personne n'est d'accord avec personne, c'est un scandale. On fait une réunion pour discuter par Zoom parce qu'on est tous en Covid. Et puis, on fait voter à nouveau ce groupe de cotation. C'est embêtant parce qu'ils ne sont toujours pas d'accord. C'est assez gênant. Et c'est alors que là, on déroge à la méthode de la HAS
HAS, normalement, elle termine par une relecture scientifique élargie. Et nous avons remplacé cette relecture élargie par un débat. Ce débat, on le souhaitait beaucoup plus que les 22 et les 42 qui étaient déjà impliqués. On voulait l'ouvrir très largement. On voulait l'ouvrir aux ordres professionnels, aux syndicats salariés, on voulait l'ouvrir aux militants, on voulait l'ouvrir évidemment aux personnes elles-mêmes. On voulait qu'il puisse y avoir des allers-retours de réflexion qui pourraient mûrir la dernière étape de cotation, qui normalement n'est pas prévue par la HAS, mais qui était dans notre appropriation de la méthode. Ce débat élargi, c'était très compliqué d'organiser puisqu'on était, je vous l'ai dit, en période de Covid. Alors, ce que nous avons pris le parti de faire, et ça, le groupe de pilotage a été absolument décisif, nous avons pris le parti d'inclure des acteurs inhabituels, ça c'était important pour nous d'élargir parce que cette matière est délicate et complexe, de permettre aux opinions individuelles de mûrir avant le débat, et puis de proposer une réflexion en atelier sur les thèmes les plus controversés. Alors du coup, mûrir une réflexion aussi complexe quand on est en temps de pandémie, comment on fait? Eh bien, on a fait, sur la suggestion de Noémie Nolot que vous allez entendre tout à l'heure, on a fait en fait en s'ingéniant à utiliser le distanciel au maximum. On a utilisé la visio, Zoom, pour nous entretenir avec 5 experts, Nico Trocmé, Marie Beaulieu, Hilary Brown, Marc Lifshitz, Armelle Debru. 5 experts, Armelle Debru, bien connu de l'espace éthique, bien sûr, Marc Lifshitz, procureur, Hilary Brown, chercheur auprès du Conseil de l'Europe, spécialiste du handicap, britannique, Marie Beaulieu, titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance des personnes aînées à l'Université de Sherbrooke, c'est la seule chaire de recherche au monde sur la maltraitance, et enfin Nico Trocmé, directeur de l'école de travail social à l'Université McGill à Montréal. Donc ces 5 experts ont accepté de s'exprimer. Je vous signale que les visios sont accessibles en ligne sur le site du ministère de la Santé et vous avez le lien dans le diaporama. Ceux qui ça intéresse, je pense que c'est une matière passionnante. Alors, avec tout ça, on aboutit à quoi? Une définition que je vous propose et qui est la suivante. Je vais la lire si vous voulez bien et puis on va détailler quelques éléments. Il y a maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Pardon. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. La définition que je vous propose ici, donc issue de toutes ces étapes de mise en discussion, de mise en débat, et finalement soumise aux 40 experts en charge de la cotation est validée, c'est-à-dire que nous avons obtenu le consensus. Cette définition est destinée à s'inscrire dans le Code de l'action sociale et des familles et dans le Code de la santé publique, dès que nous aurons identifié le véhicule législatif pour cela. Vous avez remarqué dans la définition, il y a des petits chiffres. Ces petits chiffres renvoient au lexique. Parce que pour être clair et pour expliciter une définition, nous voulions nous assurer que nous serions compris dans les termes que nous utilisons. C'est quelque chose que toutes les parties prenantes ont eu très à cœur d'expliciter. Et donc, vous voyez que le lexique comporte une explicitation de ce que nous entendons par personne en situation de vulnérabilité, de ce que nous entendons par développement, par droit, par besoins fondamentaux, santé, relation de confiance, relation de dépendance, relation de soins ou d'accompagnement, et enfin, maltraitance institutionnelle. Alors, je ne vais pas développer parce que je pense qu'on pourra y revenir si ça vous intéresse. Troisième bloc de ce vocabulaire partagé, ce sont les éléments de la caractérisation. Alors, ces éléments, je tiens à le dire tout de suite, n'empêcheront jamais que pour analyser, pour répondre à une situation de maltraitance, il faut être plusieurs et il faut réfléchir. Autrement dit, nos outils, ce que nous vous proposons, ne crée pas une réponse
automatique. Vous n'entrez pas un certain nombre de données et vous avez la solution qui sort. Évidemment que non. Et tous ceux qui travaillent sur ces sujets depuis longtemps le savent bien. Pour autant, il y avait consensus sur un certain nombre de points sur lesquels il faut s'interroger. Le premier et le plus détaillé, c'est la typologie. C'est ce qu'on va retrouver quand on va définir les maltraitances sexuelles, physiques, financières, etc., etc. Donc, la typologie, c'est la nature des actes dont nous parlons. Deuxième élément important, c'est le lieu. Le troisième, c'est la victime, celle qui subit la maltraitance. Quatrième, c'est l'auteur. Cinquième, c'est l'échelle de responsabilité. Vous avez vu que dans la définition, nous avons parlé de 3 types de responsabilité, peut-être d'origine individuelle, collective ou institutionnelle. C'était quelque chose auquel les personnes qui participaient étaient extrêmement attachées. Et là, je dois dire que c'est les personnes concernées qui étaient particulièrement résolues à faire entrer cette dimension-là. Au début, je dois vous dire que nous, on était un peu perplexes. Je parle de l'équipe projet, parce qu'on avait un peu un embarras avec l'idée que finalement, toute maltraitance allait devenir potentiellement catégorisée comme institutionnelle. C'est-à-dire que dès qu'on verrait surgir une violence, on aurait l'impression qu'il n'y avait pas assez de moyens, pas assez de ceci, pas assez de cela, des effectifs qui manquent, un climat, un écosystème social défaillant, etc., etc. Et on se disait, mais est-ce que ça va vraiment nous aider? Et puis, plus on a avancé, on s'est dit, mais c'est absolument impossible de ne pas faire figurer cette échelle institutionnelle. Nous travaillons en pleine pandémie. Donc, je vous laisse juge de ce que, évidemment, un certain nombre d'actualités ont constitué notre motivation et notre rappel à l'ordre sur ce point. Temporalité et durée, ce n'est pas la même chose quand vous êtes une personne qui subit une violence momentanée et quand vous la subissez pendant des années. Et enfin, bien sûr, les mesures correctives, dans certains cas avec des mesures d'ordre judiciaire, mais pas toujours. Voilà ce que c'est ce vocabulaire, une définition, une caractérisation que vous avez sous les yeux, et puis un lexique pour être sûr qu'on se comprend bien. La typologie, je voudrais vous la rappeler, les maltraitances physiques, sexuelles, psychologiques, matérielles et financières, les négligences, abandons et privations, les discriminations, et enfin, l'exposition à un environnement violent sur lequel je reviendrai. Il y a des choses qui sont des grands classiques pour vous tous dans ce que je viens de citer, d'autres peut-être moins, et l'exposition à un environnement violent, vraisemblablement en fait partie, je vais y revenir. Alors, je ne vais pas différencier l'ensemble des éléments de la caractérisation. Je voudrais vous parler des nouveautés avant de laisser mes coéquipières prendre la suite si elles le veulent bien. Un vocabulaire partagé, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Eh bien, ce qu'il y a de neuf, c'est qu'il est transversal. C'est-à-dire qu'il y a des zones de friction, si je puis dire, ou des zones plus exactement d'ombre, qui sont à l'interstice des publics et qui se trouvent tout d'un coup couverts par le même vocabulaire. Et donc, on arrive avec tous les êtres humains qui peuvent être l'objet de maltraitance, et tous les êtres humains, on peut suivre, on peut désigner par le vocabulaire que je vous propose. Tous les acteurs peuvent le faire, un professeur, un parent, un médecin, un éducateur spécialisé, une éducatrice de jeunes enfants, une institutrice, un citoyen. Ça marche pour toutes les personnes en situation de vulnérabilité. Deuxième nouveauté, c'est ce dont je viens de vous parler, et c'est une nouveauté importante. L'extension majeure de concepts explorés dans le champ des mineurs a été pour nous une source d'enrichissement très importante. Quelles sont ces notions que nous avons au fond empruntées à la protection de l'enfance ou au champ de l'enfance et qui nous sont très très utiles pour toutes les situations de maltraitance que nous cherchons à penser? Les besoins fondamentaux, qui sont très connus des acteurs qui s'occupent des enfants et des enfants et des situations d'enfants en danger. Les besoins fondamentaux, parce que dans le champ de la protection de l'enfance, la maltraitance est définie comme une atteinte aux besoins fondamentaux de l'enfant. Donc il y a là l'idée que l'être humain n'est pas qu'un être de droit, n'est pas qu'un être de liberté, mais que c'est un être qui a des besoins fondamentaux. L'une des références majeures ici, c'est John Bowlby, la théorie sur l'attachement,
Et John Bowlby, notamment, évoque, parmi d'autres, naturellement, la théorie de l'attachement en référence aux besoins de sécurité de l'enfant. Donc, par conséquent, de sa capacité de prendre des risques. Sécurité socio-relationnelle. Vous imaginez bien que la sécurité socio-relationnelle, il n'y a aucune espèce de raison de considérer que ça n'est un besoin que pour les enfants. Pour autant, les besoins fondamentaux ne faisaient pas partie des notions classiques utilisées dans le champ des adultes. Alors, ils pouvaient l'être, par exemple Virginia Anderson y fait référence, mais on avait des références qui n'étaient pas du tout coïncidentes, et c'est pour ça que nous empruntons les deux. Deuxième notion de la protection de l'enfance, c'est le développement. Alors là, c'était franchement jubilatoire, c'est-à-dire que l'une des très grandes avancées de la protection de l'enfance consiste à dire une atteinte, une maltraitance envers un enfant, c'est une atteinte qui nuit à son développement, qui l'empêche de se développer, de grandir, de croître, d'apprendre, de vivre tout ce qu'il a à vivre, d'apprendre, etc., etc. Eh bien, nous avons considéré que c'est absolument pareil pour les adultes, absolument pareil pour tous les adultes, absolument pareil pour les jeunes de 20 ans, les adultes de 30, absolument pareil à 50 ou à 80. Les formes du développement ne sont sans doute pas les mêmes, mais l'avancée en humanité, en spiritualité, en émotion, l'avancée du corps dans la traversée de l'existence, la traversée de l'esprit et de la capacité à aimer, tout ceci, ce sont des développements et ils sont aussi vrais pour les adultes que pour les mineurs, même si ça n'a pas exactement les mêmes caractéristiques. Donc, nous vous proposons l'idée que la maltraitance est une atteinte au développement de l'adulte aussi. Quand vous empêchez un adulte de grandir en autonomie, en relations sociales, en spiritualité, en vie culturelle, eh bien vous êtes en train de commettre un acte de maltraitance. Dernière notion que nous avons empruntée à l'enfance, c'est l'exposition à un environnement violent. Alors d'où ça vient cette notion? Tous ceux d'entre vous qui s'intéressent aux violences conjugales et aux enfants savent que l'une des avancées tout à fait passionnantes de la recherche dans ce champ, c'est d'avoir montré, et ça commence à se populariser, que des tout petits qui sont exposés à la violence des parents entre eux sont des tout petits qui sont eux-mêmes victimes de violences. Nous avons réfléchi pendant le consensus sur la question de savoir si être exposé aux violences du couple, c'est le terme de la protection de l'enfance, pouvait se transposer pour les majeurs pour devenir l'exposition à un environnement violent. Est-ce qu'une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui est dans un EHPAD, qui voit des violences autour de lui qui ne lui sont pas adressées, des cris, des brutalités, des disputes, etc., est-ce que cette personne est, comme l'est l'enfant, victime de maltraitance? Quand on est dans un environnement qu'on ne peut pas changer, d'ailleurs que ce soit à domicile ou en institution, et qu'il y a des violences autour de nous qu'on ne peut pas faire cesser, c'est violent aussi pour nous. Mais la magie de l'histoire, c'est que ça marche dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que la protection de l'enfance a des avancées scientifiques qui ont énormément apporté, mais c'est vrai aussi. Alors sur quoi devrait-on dire que les majeurs ont éclairé les mineurs? Eh bien, je dirais là vraiment que le très grand apport, c'est celui de la maltraitance institutionnelle. Parce qu'au fond, dans les travaux de la protection de l'enfance, le focus de la politique publique, c'est la famille. Autrement dit, on est sur des dimensions qui ont exploré les violences intrafamiliales, les négligences, toutes les formes d'abandon, toutes les formes de discrimination, de cruauté ordinaire. Bon. Mais dans le champ de la protection de l'enfance, vous allez moins trouver un accent sur le fait que l'institution peut, de manière globale, se mettre à dysfonctionner et à faire violence. Alors, je voudrais vous donner deux exemples de cela. Où est-ce qu'on a vu, avec une sonorité particulière, que l'institution pouvait être violente? Eh bien, l'école accueillant les enfants en situation de handicap. Là, vous avez toute une nouvelle frontière qui s'ouvre ces années récentes, mais qui s'est ouverte avec et aussi dans la violence. Les enfants en situation de handicap ont pu subir des situations de discrimination, de cruauté, d'abandon, de négligence, etc., qui étaient bien de la maltraitance. Or, est-ce qu'il fallait l'imputer à une relation personnelle? On voit bien que non, que ça n'était pas le seul sujet, même si dans ces affaires-là, rien n'est simple. Deuxième exemple que je voudrais vous donner,
c'est, et vous l'avez peut-être vu dans les actualités, la question des violences sur les mineurs faites au sein de l'Église catholique. Et nous avons vu dans le sport, nous avons vu dans la culture, nous avons vu dans l'Église, c'est-à-dire dans des institutions qu'il pouvait y avoir un caractère systémique de la violence. Et du coup, là, pour le coup, les adultes avaient plus réfléchi, que ce soit sur les sujets de psychiatrie institutionnelle, que ce soit aussi dans les avancées récentes sur la qualité de services en EHPAD, sur les retours d'expérience à l'hôpital. Tout ce monde des adultes avait quand même beaucoup réfléchi à ce qu'une institution peut faire de tort à des personnes qu'elle accueille. Et du coup, pour les mineurs, c'est une avancée. Je voudrais citer enfin, et puis je laisserai la parole pour la suite, et je répondrai volontiers aux questions, bien sûr. Le fait que la maltraitance, alors pardonnez-moi, c'est une erreur dans la diapo, la maltraitance institutionnelle figure dans le corps même de la définition. Regardez les textes internationaux. Dans les textes internationaux, souvent, l'institution est nommée à l'intérieur du corpus, dans les développements analytiques, mais pas dans le corps de la définition. Et on a l'impression, quand on lit, par exemple, la définition de l'OMS de la maltraitance envers les enfants ou la définition de l'OMS de la maltraitance envers les personnes âgées, on a le sentiment qu'il s'agit de deux personnes. Eh bien, je crois qu'on est bien placé pour savoir que c'est quand même pas si simple que ça. Et que bien sûr, dans une maltraitance institutionnelle, une responsabilité individuelle humaine demeure, mais il n'est plus possible, il n'est plus pensable de concevoir la maltraitance sans accoler l'échelle institutionnelle qui renvoie à une responsabilité sociétale. Enfin, je terminerai sur les nouveautés de ce vocabulaire par la préférence donnée à la situation de vulnérabilité et non pas à la notion de personne vulnérable. Alors là, je rends vraiment hommage vibrant à Benoît Hérault, qui lui aussi est un grand ami de l'espace éthique, à Colline Boulard qui co-animait cet atelier avec lui, d'avoir exploré tout ce que l'usage, le recours au mot du code pénal, personne vulnérable, avait de piégeux, si vous me passez l'expression. Il n'était pas possible de citer les personnes vulnérables parce que ça n'est pas un bloc, ça n'est pas une ontologie, ça n'est pas une existence, ça n'est pas un destin, la vulnérabilité. Nous sommes susceptibles d'entrer et de sortir de la vulnérabilité, quelque chose de dynamique. Et puis notre environnement est susceptible de nous vulnérabiliser ou au contraire de nous permettre de ne plus être en situation de vulnérabilité ou du moins moins. Toutes ces avancées sémantiques, conceptuelles, elles ont pris des heures et des heures et des heures et des heures et c'était absolument passionnant. Et donc, je termine là-dessus que la méthode pluraliste, innovante, avec les webinaires, avec, je ne vais pas citer l'intégralité de la démarche parce que ce serait trop long et fastidieux, mais il y a un article de la revue Vie sociale qui va paraître, qui décrit l'ensemble de nos travaux. C'est le prochain numéro de la revue Vie sociale, raconte en fait cette aventure dans le détail si ça vous intéresse. Je vais m'en arrêter là. J'espère ne pas avoir été trop longue. Pas du tout, Alice. Merci beaucoup. Au contraire, est-ce que tu veux bien réafficher peut-être la diapo avec la définition elle-même? Je pense que beaucoup de personnes dans le public seront intéressées de la relire. Merci beaucoup pour cet exposé. Je vais demander très vite à nos trois discutantes de bien vouloir nous dire ce qu'elles ont entendu, retenu, à quoi elles ont été attentives à la fois à l'exposé, à son résultat et puis à la démarche qu'il y a derrière. Comme j'y ai moi-même été modestement associé, je voudrais quand même souligner à quel point je trouve qu'on aboutit à un matériau de qualité. Je pense que toutes et tous là, vous y avez été sensible à la fois aux nuances, aux avancées et à la qualité de la matière qui a été produite, et notamment sur cette distinction, sur le fait que toutes les violences ne constituent pas une maltraitance, qu'une des conditions pour qu'on puisse parler de maltraitance, c'est le fait qu'elle s'exerce vis-à-vis d'une personne en situation de vulnérabilité. Et je pense que beaucoup de personnes aussi ici auront été sensibles à la distinction que Alice Casagrande vient de faire entre personnes dites vulnérables et situations de vulnérabilité. Et je voudrais quand même aussi souligner, avant de céder la parole à Gabrielle Chouin, Marie-Françoise Fuchs et Noémie Nolot, l'opiniâtreté
d'Alice Casagrande et de l'équipe projet, Dominique Terrasson, Colline Boulard. La matière était très difficile, la matière est complexe, il y a eu des résistances, il y a eu une période Covid extrêmement compliquée. Vous avez choisi de continuer le travail malgré ces circonstances vraiment particulières. Et je trouve que cette opiniâtreté vraiment vous honore, en plus évidemment de la qualité du travail produit, mais je ne sais pas si on se rend vraiment compte de l'empêchement qu'aurait pu constituer ces circonstances et du fait que vous avez décidé, avec évidemment le consentement des participants, mais voilà, donner l'impulsion nécessaire et le courage et l'ardeur à tous de poursuivre le travail engagé pour arriver à ce résultat. Voilà.